Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le président russe Vladimir Poutine était en visite en France où il a été reçu par son homologue Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse commune à Versailles, ils ont affirmé vouloir renforcer la coopération entre les deux pays. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Ensuite, je souhaite que nous puissions organiser une transition démocratique, mais en préservant un État syrien. Je l'ai redit, je considère que dans la région, les États faillis sont une menace pour nos démocraties. Et on l'a vu à chaque fois, ils ont conduit à faire progresser les groupements terroristes. C'est donc mon souhait, c'est que nous puissions là aussi assurer la stabilité, la transition démocratique avec deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. C'est dans le cadre de ces principes que je souhaite que la coopération entre nos deux pays puisse se renforcer, avec une volonté qui est de trouver dans la durée une solution politique inclusive qui permettra, au-delà de l'éradication des terroristes, de ramener la paix en Syrie. La journée mondiale sans tabac se tiendra ce mercredi 31 mai, occasion pour l'OMS de publier un rapport évaluant le coût sanitaire et économique du tabac ainsi que son impact environnemental. Amadou Kamara. Chaque année, plus de 7 millions de personnes meurent du tabagisme, contre environ 4 millions au début du 21e siècle. A alerté mardi 30 mai l'Organisation mondiale de la santé. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, qui aura lieu ce mercredi, l'OMS a publié un rapport évaluant le coût sanitaire et économique du tabac et pour la première fois son impact environnemental. Le tabagisme représente également un lourd fardeau économique pour la planète. Son coût en termes de dépenses, de santé et de pertes de productivité est estimé à plus de 1,400 milliards de dollars, soit 1,8% du produit intérieur brut mondial. Le tabac est une menace pour nous tous, a déclaré la directrice générale sortante de l'OMS, Margaret Chan, dans un communiqué. Néanmoins, s'ils prennent des mesures drastiques de lutte anti-tabac, les gouvernements peuvent préserver l'avenir de leur pays en protégeant leurs consommateurs et les non-consommateurs de tabac contre ces produits mortels, en générant des recettes visant à financer les services de santé et les autres services sociaux et en préservant leur environnement des ravages causés par le tabac, souligne-t-elle. D'après les rapports, les déchets du tabac représentent le type de déchets le plus répandu dans le monde et contiennent plus de 7000 produits chimiques toxiques qui empoisonnent l'environnement, y compris des substances cancérogènes. La culture du tabac est également partiellement responsable de la déforestation. Un arbre est perdu pour chaque 300 cigarettes selon les experts. Selon l'OMS, le tabac pourrait provoquer au cours du XXIe siècle jusqu'à 1 milliard de morts dans le monde. Pour venir à bout de ce fléau, l'agence spécialisée de l'ONU plaide de mesures fortes comme l'interdiction du marketing et de la publicité, le conditionnement neutre et l'interdiction dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail. À présent, le reste de l'actualité hors de nos frontières avec Ousmane Sogori. Après avoir reçu le titre de la commission électorale lundi à Nairobi, le président sortant Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto sont immédiatement rentrés en campagne. À 2 mois du scrutin présidentiel, le candidat Uhuru Kenyatta annonce son programme basé sur l'unité dans un pays où les considérations ethniques priment sur les programmes politiques. La commission électorale en a tout validé 8 candidatures. L'opposition a formé une coalition autour de Raila Odinga. Malheureux à 3 reprises, il veut défier le duo Ruto et le vainqueur de 2013. Les candidats sont invités par la commission électorale à battre une campagne pacifique. De nombreux troubles ont émaillé les primaires de divers partis politiques.
Les noms avaient déjà commencé à circuler ce week-end, mais depuis lundi, l'information est désormais officielle. L'Union européenne prend des sanctions contre 9 hauts responsables du régime de Joseph Kabila en RDC. Il y a d'abord le très redouté chef de l'Agence nationale des renseignements congolais, Kalev Moutonde. Autre nom sur la liste, Évariste Bossab, l'ex-vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ramazani Sadari. Dans le collimateur de l'Union également, le chef milicien Gédéon Kyongou, le gouverneur du Kasaï central, Alex Kandé Mupomba, le brigadier général Eric Uruhambere. Dans la liste, on retrouve aussi Jean-Claude Kazembe Moussonda, l'ex-gouverneur du Haut-Katenga, et Mouhendo Akili Mundos, commandant de la 31e brigade de l'armée congolaise. L'Union européenne n'a pas oublié non plus ce qui, pour elle, entrave le processus démocratique, à commencer par le visage médiatique du pouvoir congolais, Lambert Mandé. Toutes ces personnalités sont désormais visées par une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne, un gel de leurs avoirs, ainsi que par l'interdiction de percevoir des fonds de quelqu'un en Europe. Au Maroc, Nasser Zefsavi, leader du mouvement de protestation qui secoue la région du Rif, a été arrêté lundi au terme d'une cavale qui aura duré 3 jours. Transféré à Casablanca pour la poursuite de l'enquête, il y rejoint la vingtaine de militants déjà en garde à vue et interpellés samedi et dimanche à Al-Hoceima. Vendredi dernier, le charismatique tribun du mouvement Irak s'est attiré les foudres des autorités en interrompant un prêche de la grande prière dans une mosquée d'Al-Hoceima, chef-lieu de la région du Rif, d'où est partie la contestation il y a plus de 6 mois. Selon l'article 221 du Code pénal, Nasser Zefsavi encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme pour avoir perturbé une manifestation religieuse. Il est également soupçonné d'avoir reçu le soutien d'organismes étrangers, ce qui pourrait faire monter la peine à 20 ans de réclusion pour atteindre à la sécurité intérieure. CAN des moins de 17 ans, Gabon 2017, les champions de cette 12e édition ont foulé le sol bamakois lundi dans l'après-midi. Ils ont été accueillis avec tous les honneurs par les autorités politiques et sportifs de notre pays. Issouf Koulibaly, Samba Traoré. Initialement prévu pour 18h, ce n'est qu'à 20h30 que les champions d'Afrique en titre ont foulé le sol bamakois avec le trophée du championnat africain des nations de football des moins de 17 ans et le trophée du meilleur joueur attribué à Abdoulaye Diaby. À l'accueil, les membres du gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga, conduits par le ministre des Sports Ousseini Amion Guindo, accompagnés par certains membres du bureau exécutif de la Fédération malienne de football. Ce deuxième sacre successif, jamais réalisé sur le continent, est l'œuvre des jeunes du coach Jonas Kamblan et Bremablé Traoré. Les Aiglonnais rééditent ainsi leur exploit en survolant le continent une seconde fois après celle du Niger 2015. Afin de célébrer leurs champions, les supporters des Aigles du Mali et leurs sympathisants sont sortis massivement pour manifester leur joie. Bon, ce soir, moi, je suis très content. Je remercie tout le peuple malien. Grâce à eux, grâce à leur bénédiction, nous avons pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Je les remercie beaucoup. Et plus précisément, je remercie les supporters maliens qui sont au Gabon. C'est eux qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à la fin. Donc, je les remercie beaucoup. On est content vraiment. On remercie le Dieu qui a voulu que nous soyons tous là aujourd'hui. On est tous contents. Les peuples maliens sont contents. C'était notre fierté, quoi. En partant, on savait qu'une commission, ce n'est pas facile. Surtout d'aller défendre une titre, ce n'était pas facile pour nous. Mais on a été solidaires. C'est la solidarité qui était notre force. Mais notre mot d'ordre, c'était aussi d'aller maintenir les drapeaux maliens, quoi. On est champion d'Afrique. On vient de ramener la coupe. Ça fait, je pense, une doublée. Parce que nos années qui sont passées, ils ont rapporté au Niger. Et là, maintenant, c'est à notre tour. On est parti au Gabon et ramener la coupe. Donc, je pense que le ministre qui a levé la suspension n'a pas regretté. Parce que là, on a mouillé le drapeau national, le maillot national. Là, on est très fiers. L'histoire retiendra quand même que le Mali est la première nation à avoir remporté 2 éditions de suite. Et également, l'histoire retiendra que le comité exécutif de la Fédération malienne de football, au cours de son mandat de 4 ans, a pu remporter 2 trophées continentaux, alors que le Mali a attendu 50 ans pour avoir son premier trophée
continentale. Et nous, en l'espace de 4 ans, en l'espace de 2 ans, je vais dire, nous avons pu remporter 2 trophées. Ça veut dire que notre mode opératoire est très bon. Nous avons une bonne politique de jeunes qui est en train de porter ses fruits, qui est en train de porter des résultats probants. Ce sacre intervient au moment où notre pays a pu se renaître de ses cendres après la levée de la suspension de la FIFA suite à un protocole d'accord signé entre le collectif des ligues et clubs majoritaires de la Fédération malienne de football et le bureau exécutif. Cependant, cet accord n'est plus d'actualité, affirme le président de la FEMAFOOT. Le 12 juin n'est pas une date butoir parce que dans le cadre des négociations, on avait accepté le principe de la mise en place d'une commission de normalisation sous la supervision de la FIFA. Vous avez vu la réponse de la FIFA, elle a été très claire. La FIFA a dit que, après analyse de la situation actuelle du football du Mali, la mise en place d'une commission de normalisation n'est pas nécessaire. Cela ne sera pas fait. Donc, mais le 12 janvier et le 12 juin quand même, il y aura une assemblée générale qui va confirmer la levée des sanctions infligées à certains dirigeants de football dans le cadre de la crise du football malien. En tout cas, avant de se retrouver à la case de départ, les champions d'Afrique et leurs supporters ont continué la fête au stade Mamadou Konaté jusqu'à tard dans la nuit avec les artistes maliens tels que Master Soumi et Milmo. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.